Amis d'électronique des années 80, bonsoir. Ce soir, je vais vous faire une petite vidéo pour parler un petit peu de l'obsolescence de justement tous ces matériels qui étaient les premiers à utiliser des microprocesseurs. Puis pas mal de temps, pas mal de problèmes liés à ces appareils et je voudrais vous en parler un petit peu et regarder aussi comment on peut les anticiper. Alors, je pense à ça parce que j'ai un internaute qui m'a posé une question sur son oscilloscope 2465 Tektronix, il a un petit problème. Et sur ces oscillos, on va retrouver ça aussi sur des appareils comme ça, le problème en fait, elle vient, on va le voir, du stockage de certaines données dans des mémoires vives. Donc remontons un petit peu dans le temps, revenons un petit peu dans les années 80, au tout début un peu des microprocesseurs. C'est typiquement, ça c'est un voltmètre DM5010 Tektronix, mais qui est tout à fait typique de cette époque. Et on voyait des microprocesseurs, voilà, comme ici là, le 6802, mais on avait toute la famille 6800, la famille 8080, les premiers microcontrôleurs 8048, on avait aussi après les Z80 et ainsi de suite. Donc à cette époque-là, pour le concepteur, il n'y avait pas énormément de choix. Pour stocker le firmware, on utilisait généralement donc des EPROM. Alors soit des reprogrammables, comme on voit ici, qui peuvent s'effacer à ultraviolet, qui étaient assez chers parce que ils n'ont jamais trouvé le moyen de pouvoir mettre cette fenêtre ici transparente pour l'effacement dans un boîtier plastique. À cause de problèmes de dilatation, ça finissait toujours pour fuir, donc ça ne pouvait marcher qu'avec des boîtiers de céramique, donc assez coûteux. Ou alors il fallait faire ce qu'on appelait des ROM par masque, mais il fallait vraiment faire une très grosse quantité avec la même valeur pour amortir ce genre de coût. Donc dans ces appareils, on avait typiquement ce genre de mémoire. Et donc là-dessus, le programme est figé une fois pour toutes. Alors, ces mémoires, pour info, à l'époque, je me rappelle, elles étaient données environ, on va dire, pour 10 ans. Enfin, le constructeur dans les datasheets disait que si elle était correctement programmée, elle pouvait garder les données 10 ans. En fait, à l'époque, il n'y avait pas encore 10 ans de recul pour affirmer ça, c'était un peu une prospective. Mais dans la réalité, non seulement ça a été vérifié, mais je dirais même au-delà. La preuve, ici, ce truc-là, il fonctionne encore, alors que les mémoires ont été programmées il y a bien plus de 10 ans. Mais ça n'empêche pas qu'elles peuvent éventuellement s'effacer, sachant que les raisons pour lesquelles elles peuvent s'effacer, déjà en effet avec le temps, éventuellement elles peuvent perdre un octet par-ci par-là, mais en même temps ça va dépendre un peu de l'environnement, ça peut dépendre tout bêtement de la qualité des étiquettes qu'on mettait dessus si c'est exposé à la lumière, ça peut dépendre de pas mal de choses. Enfin donc, il y avait ce système-là, et après, souvent le concepteur avait besoin de garder des réglages. Alors ça pouvait être des trucs de confort, genre la dernière configuration utilisée, des choses comme ça, mais des fois, et c'est le cas ici, les données de calibration. En effet, c'est intéressant au niveau du design de dire, plutôt que d'avoir des tas de potentiomètres pour régler les gammes et tout ça, il suffit de garder les valeurs de correction dans une mémoire. Alors ici, vous ne pouvez pas utiliser des mémoires comme ça, parce que pour les programmer c'était assez compliqué, il fallait de la haute tension, des choses comme ça. Et à ce moment-là, une des solutions était d'utiliser des RAM, donc des mémoires, on va dire volatiles, mais sauvegarder l'alimentation avec un système de pile ou de batterie. Ça s'y prêtait pas mal, Ils ont commencé en même temps à faire des mémoires qui avaient besoin de très peu de courant pour garder les informations. Il y avait quelques petites précautions à prendre pour s'assurer qu'au moment de la mise en route, durant les quelques millisecondes où les tensions d'alimentation ne sont pas très stables, que ça ne s'efface pas. C'était relativement facile à faire. Il y avait même des circuits des fois spécialisés pour faire ça. Et comme on voit sur cet appareil-là, il y avait des batteries. Alors, le problème, c'est qu'il y avait soit des batteries, soit des piles. Alors les piles, ça ne durait pas trop longtemps, mais les batteries, c'est pareil, ça n'a pas une durée de vie phénoménale. Et là, il y a eu pas mal de catastrophes, parce qu'avec le temps, elles se sont déchargées, mais souvent, comme toute batterie qui se respecte, il y a eu des fois des coulures, des choses comme ça, et c'est arrivé très souvent que il y a des appareils qui soient détruits, parce que qu'au moment où ils tombent en panne, c'est un peu tard, et on s'aperçoit que y a plein d'acide qui a coulé, ça a bouffé les pistes et tout. Avec mon frère, on a eu un flipper comme ça qui
qui est mort de la carte mère du flipper est morte comme ça, hein. C'est assez gênant. Donc ici, on peut éventuellement anticiper, hein, c'est ce que j'ai fait sur ce modèle. Quand j'ai vu que la batterie n'était pas terrible, j'en ai racheté une nouvelle. Mais déjà, j'ai pris des précautions de la mettre ici, dans une gaine thermo, de faire quelque chose de facile à changer, mais aussi, a priori, quand même, éviterait les fuites ou des choses comme ça. Maintenant, le problème quand on change ces batteries ou quand elles se déchargent, eh ben, c'est que le contenu de la mémoire se perd. Alors ici, ça va dépendre. Si, en effet, c'est que du confort, bon, c'est pas très grave. À la limite, on remémorise. Mais dans le cas d'un appareil comme ça veut dire qu'il va falloir refaire toute la calibration. Alors, à cette époque-là, heureusement, souvent, quand même, on avait les docks pour le faire. Donc, même si faut du matériel, on y arrive quand même relativement dans le cas de cet appareil, à le recalibrer. Mais il y avait des fois des procédures qui n'étaient pas forcément publiques, voire même dans ces mémoires, des choses qui n'étaient pas documentées. Alors là, ça peut être beaucoup plus gênant, parce que si on sait déjà, on n'a pas la méthode pour le recalibrer, déjà souvent c'est mort, et en même temps, des fois, on peut perdre des valeurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas simple. D'autant plus qu'il y a eu aussi la mode de ce genre de mémoire, comme on voit ici. Hein, c'est une 48Z02, hein, Mostec en a vendu des milliers. C'était une mémoire de 2 kg, mais qui intégrait à l'intérieur 2 piles, je suppose au lithium, qui sont directement mises à l'intérieur du boîtier, on voit, donc ça fait un boîtier un peu plus épais. Et ces mémoires-là, elles étaient vraiment super à utiliser, parce que pour le concepteur, ça s'utilisait comme une RAM 4802 normale, il n'y avait pas à faire gaffe à quoi que ce soit, tout était intégré dedans, et pareil, c'était donné pour garder environ 10 ans les données. Certaines de ces mémoires, elles étaient même bien faites, hein. Il y avait des horloges aussi qui étaient faites comme ça, ce qui fait que c'est la première utilisation je veux dire, elles se mettaient en route, et elles étaient même avant avec un mode d'énergie encore plus faible, de façon à se conserver. Alors ça, c'est vraiment par contre emmerdant, parce que là, une fois que c'est mort, c'est mort. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Sur ce genre de choses, ce qu'il faut déjà faire, éventuellement, c'est de la prévention. Alors, au niveau de la prévention, qu'est-ce qu'on peut faire ici facilement? C'est tant que ça marche. Comme souvent, ces mémoires, elles étaient sur support, malheureusement pas toujours, mais souvent, c'est les prendre et de les dupliquer, ou même mieux, de garder sous forme informatique le contenu, l'image binaire de ces mémoires. Ça permet éventuellement de les reprogrammer si elles ont un problème. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire avant que le problème arrive. Par contre, c'est assez fastidieux, il faut le démonter, il faut les enlever des supports, les mettre sur un lecteur programmeur et les lire et choses comme ça. Donc souvent, et c'est mon cas, hein, je dois le dire, je l'ai fait pour certains de mes appareils, mais pas pour tous. On dit oui, il faudrait que je le fasse, puis c'est le jour où c'est en panne ou c'est mort que c'est un peu tard. Enfin, il y a ça à faire. Dans le cas des mémoires, là c'est beaucoup plus gênant. Et dans le cas de mon 2465, là, de mon oscillotechtronix, la RAM, elle est soudée. Et en même temps, c'est un modèle, je crois, un peu spécial. Donc ce qu'on peut éventuellement faire, c'est une RAM comme ça, c'est l'enlever, pareil, ou la dessouder, ou l'enlever si elle est sur support. Et là, pareil, on pourrait imaginer que on peut la lire. Hein. Par exemple, moi j'ai un programmeur de prom qui permettrait aussi de lire ce genre de mémoire et de mémoriser le contenu. Donc là, c'est tout bonnard. Si on la change ou on change la pile, il suffit de la reprogrammer. Mais quand l'alimentation est extérieure, ça peut être très compliqué. Il faut évidemment faire une sorte de montage qui permettrait de l'extraire sans couper son alimentation. Si en plus elle est soudée, peut-être possible en pratique, mais ça va pas être simple, hein. Il va falloir souder des fils dessus, enfin, c'est quelque chose d'assez compliqué, et de toute façon qu'il faudrait aussi faire de façon préventive. Et je ne l'ai pas fait dans le cas de mon oscillo, parce que c'est un circuit, je sais qu'il est très difficile à dessouder, et j'ai presque plus de chances de bousiller en le faisant, alors qu'il marche encore. Donc on se retrouve un peu dans ce dilemme de dire, ou je fais du préventif, mais je prends le risque de tout bousiller, ou j'attends que j'ai le problème, mais ce jour-là, j'aurais plus le compte. Heureusement, il y a une communauté sur Techtronix, en particulier sur le blog qu'on trouve sur Yahoo, où on arrive à trouver des astuces. C'est un problème qui est commun à beaucoup de possesseurs de silos, et il y a plusieurs solutions qui ont été trouvées contre ce système. Hein. Après, ceux que ça intéresse peuvent aller voir. Enfin, on va dire de façon générale, quels que soient les appareils, c'est vraiment quelque chose qu'on a. Quand on a commencé à avoir les premières prom, toute la série des 96, c'est quelque chose. Généralement, les concepteurs ont préféré les utiliser que les systèmes à piles,
Sachant que ces EEPROM, c'est pareil, elles ne gardent pas forcément non plus les données plus longtemps. Mais enfin, au moins, elles n'ont pas besoin de piles, donc ça permet éventuellement, tant qu'elles marchent, là c'est assez facile de les relire pour stocker ce qu'il y a. Enfin voilà, c'était pour parler un petit peu de ça, hein, et puis faire un petit une sorte de petit saut dans le temps. Ça, les gens de ma génération, je pense que ça leur rappellera des souvenirs. Au début, en même temps, les premiers circuits, là, c'était vraiment de la qualité. C'était des broches dorées, là, des beaux boîtiers comme ça. Sachant qu'après, avec le temps, ça s'est changé. Il y a eu des versions de ces mémoires qu'on appelait OTP, un One Time Programming. C'était les mêmes puces à l'intérieur, mais ils mettaient ça dans des boîtiers plastiques, ce qui permettait de les programmer qu'une seule fois, mais on ne pouvait pas les effacer. Mais des fois, c'était éventuellement rentable. Donc voilà pour cette petite vidéo de ce soir. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles aventures.